Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer. Alors un petit point technique, si vous ne nous entendez pas correctement, vous pouvez flasher le QR code et avec l'application, vous allez pouvoir nous entendre de façon plus claire. Tout d'abord, voilà, je suis très heureux avec Armand de faire cette masterclass. L'idée, c'est d'illustrer pendant une vingtaine de minutes le travail qui peut être fait entre la recherche fondamentale, le CNRS et un grand partenaire industriel. Donc, je m'appelle Mehdi Gmar, je suis le directeur général délégué à l'innovation du CNRS. Je vais prendre quelques minutes pour me présenter et surtout présenter le CNRS. En fait, le CNRS, vous savez sans doute, c'est le plus grand organisme européen de recherche fondamentale, organisme national français. En termes de masse, le CNRS, c'est 33 000 salariés, 11 000 chercheurs et c'est 1000 laboratoires qu'on va partager avec nos partenaires universitaires, ce qui fait une masse de recherche de l'ordre de 120 000 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et ces laboratoires vont produire de la connaissance, c'est à peu près 55 000 publications par an, mais aussi, je reviendrai dessus, des brevets, des startups et des collaborations avec les industriels. Alors juste un petit mot sur l'ambition du CNRS par rapport à l'innovation et à la recherche partenariale. Il faut savoir que la direction dont je m'occupe a été créée en 2018. Elle s'appelle donc la direction générale déléguée à l'innovation. Et avant, il y avait une direction générale déléguée à la science. Et l'idée d'Antoine Petit, le PDG, c'est de dire qu'au sein du CNRS, la science et l'innovation sont au même rang et méritent tout autant d'attention. Et depuis 2018, effectivement, il y a toute une structure, toute une organisation qui s'est mise en place au CNRS pour promouvoir l'innovation, de l'émergence des innovations dans les laboratoires à travers effectivement des projets, des brevets, mais aussi, et ça depuis de nombreuses années, une volonté de travailler avec nos partenaires industriels parce que oui, et ça peut paraître un peu antinomique, la recherche fondamentale, les bas TRL, oui, ça peut intéresser des industriels, oui, ça peut donner des avantages compétitifs. Alors on le verra et avec Armand, on rentrera dans les détails. Ça demande un peu plus de temps, ça demande beaucoup de confiance, mais notre présence aujourd'hui témoigne que ça peut marcher. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Mehdi, je suis ravi d'être là. Merci au CNRS pour la proposition. Personnellement, j'ai fait la moitié de ma carrière au CNRS et la moitié dans l'industrie, donc je suis particulièrement heureux de tout ce qui peut contribuer à établir des ponts et une meilleure collaboration. Alors une petite présentation sur Arkema. Donc Arkema, c'est un leader mondial en matériaux de spécialité, donc un groupe industriel, 25 000 personnes, présents à travers tout le monde. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de développer des matériaux de spécialité, c'est-à-dire des matériaux qui aident nos clients à adapter leurs produits, leurs offres dans un monde qui change très vite. Donc sur plein de marchés, on est sur l'électronique, on est sur les batteries, on est sur les articles de sport, on est sur les systèmes de traitement de l'eau. Et pour faire ça, ce qu'on a de particulier, c'est que d'abord, on est globaux avec de la production partout dans le monde. Et ça, dans un monde où les tarifs douaniers, les barrières, les problèmes de supply chain sont très complexes, c'est important pour certains de nos clients globaux. Et aussi parce qu'on a une combinaison de technologies qu'on est les seuls à avoir. C'est-à-dire que quand on parle de matériaux, nous, on a des solutions pour rendre les matériaux eux-mêmes, la matrice des matériaux plus performants. On a des solutions pour assembler les matériaux, c'est typiquement des adhésifs adaptés à plein d'applications. Et on a des solutions matériaux pour protéger les matériaux, pour les revêtir et leur donner plus de durabilité et de fonction. Et donc c'est avec ce panel de capacités qu'on essaye de proposer à nos solutions des offres qui soient performantes et en plus durables. Et notre stratégie, notre tagline, c'est des matériaux innovants pour un monde durable, donc c'est un filtre constant pour nous. Et donc on fait beaucoup d'innovation. La stratégie même du groupe est basée sur notre capacité à innover pour répondre aux besoins de nos clients. Et pour ça, on collabore en particulier avec le monde académique. Et comme notre recherche est très présente en France, on a la chance d'avoir le CNRS comme opérateur national, ce qui nous aide beaucoup. Mais pour partager avec vous, pour une entreprise comme la nôtre, les 3 raisons principales de collaboration avec le monde académique, c'est d'une part qu'on accélère notre recherche, on peut aller plus vite, même si c'est souvent sur des parties un peu plus amont de compréhension. La deuxième chose, c'est qu'on se crée des partenaires et ces partenaires deviennent une forme d'extension de notre entreprise, c'est-à-dire qu'ils nous amènent des signaux sur l'évolution technologique, ce qui se passe ailleurs. Et même si on est une grosse entreprise, on est tout petit à l'échelle mondiale. Et donc ça, c'est essentiel. Et le troisième point, c'est qu'en ayant des partenariats avec le monde académique, on est proche des talents dont on aura besoin pour le futur. Et donc, c'est vraiment clé pour nous aujourd'hui et pour nous pour le futur. Et donc, merci Mehdi pour l'invitation.
Avec plaisir. Et il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on va essayer de développer. L'idée aujourd'hui de notre table ronde et de cet échange, c'est aussi un peu de démystifier ce que c'est cette recherche partenariale et la ramener vraiment à une dimension humaine et de confiance et de temps. Le CNRS travaille sur toutes les thématiques. En gros, vous trouverez toujours un chercheur ou une chercheuse qui travaille sur une thématique en physique, en chimie, en SHS. Donc la question, c'est comment on crée des liens, comment on fait ces connexions et comment on les construit et on les renforce dans le temps. Et c'est vrai que je vais beaucoup parler du temps, parce que la recherche, elle est sur des temps longs. Il faut en général 10, 15, 20 ans pour que, par exemple, un ordinateur quantique voit le jour, un nouveau matériau puisse voir le jour. Et c'est vrai qu'avec Arkema, en fait, l'histoire n'a pas commencé hier, elle n'a pas commencé avant-hier, elle a commencé d'ailleurs dès les années 90 avec la branche chimie de Elf, et elle s'est consolidée. Et bien évidemment, je parle des gens et des hommes et des femmes qui contribuent à ça, mais c'est important d'avoir un cadre qui est rassurant pour les deux parties. Et notamment, on a plusieurs outils, on a les laboratoires communs, mais on y reviendra. Mais surtout, au-dessus de ça, on a réussi à mettre en place avec nos partenaires industriels ce qu'on appelle des accords cadres. Les accords cadres, c'est quoi? En fait, c'est les juristes, les développeurs d'affaires, les responsables scientifiques qui se mettent d'accord sur un cadre de contractualisation, en fait, pour rassurer tout le monde, pour soulever et je dirais, dépasser les petits irritants, et on peut en parler, la propriété intellectuelle, etc. Et une fois que cet accord cadre existe, eh bien après, les équipes peuvent, dans ces accords cadres, faire des labcoms, des tests chiffres, et on y reviendra. Je parle de ça parce que, oui, la réalité, c'est qu'il y a la science, mais il y a aussi la façon de la mettre en œuvre. Et je crois que ce qu'on a, et là aussi où le CNRS, on va le dire, mais aussi le monde académique a beaucoup progressé, c'est qu'il est aussi beaucoup plus attentif aux contraintes du partenaire industriel. Et que la liberté que nous, on a, eh ben, l'industriel est une autre forme de liberté, mais elle n'est pas tout à fait ça. Et donc, si je parle de notre relation, eh bien, notre premier accord cadre Arkema, c'est, je vérifie pour ne pas dire de bêtises, 2008, qui dure 5 ans, et on l'a renouvelé en 2017, et il est en cours. Et pour nous, et merci Arkema de la confiance, c'est vraiment d'inscrire dans le temps. Et je crois que tu peux illustrer dans ces accords cadres peut-être deux labcoms qu'on a ensemble qui illustrent finalement l'opérationnalité de notre relation. Alors oui, tout d'abord pour mentionner les accords cadres, c'est important parce qu'effectivement, le but, c'est de laisser l'initiative aux rencontres entre des chercheurs industriels et des chercheurs dans le monde académique pour que s'ils ont envie de travailler ensemble, ils puissent le faire vite et s'en percevoir qu'en commençant quelque chose, ils s'engagent dans un système où il va y avoir de la friction, il va falloir négocier des contrats. Et donc de dire, ça, on l'a travaillé pour vous, on a donné un contexte. Et donc, un, on vous encourage et deux, on facilite pour que ça avance plus vite et que vous ayez moins d'irritants et plus du plaisir de travailler ensemble. Alors, il y a une formule que le CNRS a développée considérablement ces dernières années et qu'on aime beaucoup, quelque chose qui s'appelle les laboratoires communs, et qui essentiellement souvent naît d'une collaboration qui existe déjà. Et puis à un moment, l'industriel et le partenaire académique disent maintenant on veut accélérer. Et donc des deux côtés, on dit on va mettre des moyens pour une tranche typiquement de 4 ans. Ça se fait en général sur le lieu où opère l'équipe académique et où l'industriel s'engage sur 4 ans à mettre plus de moyens, à financer un certain nombre de thèses, à éventuellement envoyer un certain nombre de ses chercheurs. Et donc on renforce quelque chose qui marche. Et l'avantage, c'est que c'est aussi assez labile, c'est-à-dire on essaye pendant 4 ans, si ça marche bien, on continue, comme ça on cristallise quelque chose dans la durée, et si au bout de 4 ans, on voit que finalement, parce que les intérêts de l'industriel peuvent avoir changé, ça ne marche pas, ça a renforcé le laboratoire académique pendant un moment, et quelque part, on reste bons amis, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de figer dans la durée, parce que figer dans la durée, ça peut paraître intéressant, mais derrière le mot figé, il y a figé, et pour un industriel, on veut aussi avoir une certaine mobilité, parce que nos marchés changent, nos clients changent, et il faut qu'on puisse bouger. Alors, 2 exemples pour être un peu concrets. Actuellement, on a 2 laboratoires communs qui d'ailleurs arrivent à renouvellement tous les 2 cette année et qu'on va tous les 2 renouveler parce qu'on est très contents. Il y en a un à Mulhouse dans lequel on développe, c'est en chimie, des molécules qui réagissent à la lumière et qui deviennent actives quand elles sont soumises à la lumière, ce qui permet typiquement de solidifier certains matériaux au lieu de les chauffer, ce qui est une méthode classique, mais en général, vous dépensez beaucoup d'énergie pour chauffer les choses. Là, vous arrivez à les cuire à partir d'un rayonnement. Et ça peut servir pour faire de l'impression 3D, qui est déjà une façon d'économiser la matière quand on fabrique un objet. Ça peut servir pour des adhésifs et ça peut servir pour des revêtements. Et donc, c'est vertueux d'un point de vue environnemental, mais il y a une chimie très subtile pour qu'on arrive, avec certains rayonnements lumineux, à déclencher, à transformer la molécule pour qu'elle devienne réactive et qu'elle puisse servir dans le milieu dans lequel elle doit avoir été compatible.
Et donc, c'est quelque chose, on a plusieurs thèses qui se passent très bien. Et ça se passe tellement bien que non seulement on renouvelle, mais on a obtenu une subvention supplémentaire de l'ANR parce qu'on a déposé un programme supplémentaire pour compléter en particulier, en plus du rayonnement lumineux, il y a une technologie qui se développe dans l'industrie qui s'appelle l'électron beam, sur le même principe, mais au lieu d'être un rayonnement lumineux, c'est un rayonnement d'électrons. Alors ça paraît de la science rocket science, mais en fait c'est déjà les industriels dans l'acier commencent à regarder ça parce que c'est un moyen plus efficace, moins énergivore pour arriver à revêtir vos aciers et à les protéger plus longtemps. Donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, à Lyon, avec CPE et l'Université de Lyon, c'est un laboratoire dans lequel on fait de la synthèse de polymères qui sont très résistants à des conditions électrochimiques difficiles pour arriver à assembler des batteries au lithium en particulier. Et pour assembler les batteries au lithium, il y a deux types de challenges. Il y en a un qui est qu'on va aller vers des batteries qui ont de plus en plus de densité d'énergie pour permettre plus d'autonomie aux véhicules. Et plus de densité d'énergie, ça veut dire typiquement des voltages plus élevés, donc une nécessité de résistance électrochimique qui est le plus forte. Deuxième point, c'est pour assembler les batteries elles-mêmes. Vous avez entendu parler de Gigafactory. La version actuelle, ça consomme énormément de solvants, ça consomme énormément d'énergie pour évaporer le solvant après. Et il y a de nouveaux procédés qui se développent et qui nécessitent que du coup, les petites pâtes, colles qu'on utilise pour assembler les éléments évoluent aussi tout en restant très résistantes électrochimiquement. Et donc on a ce laboratoire dans lequel on essaie de faire des synthèses créatives pour ces applications pour lesquelles on a un centre de recherche dans la région lyonnaise. Merci Armand. Et au niveau du CNRS, globalement, on a à peu près 300 laboratoires communs actifs sur des sujets très variés, encore une fois, du SHS à l'ordinateur quantique. Et c'est important parce que, comme l'a dit Armand, c'est vrai que ce laboratoire commun, c'est un point d'étape dans une collaboration qui dure dans le temps. Et effectivement, ça peut commencer d'ailleurs parfois par un stage de master, parce qu'il y a un premier sujet, après ça peut être effectivement une collaboration. Et il y a un dispositif important, parce que, encore une fois, et on va beaucoup insister sur ce point-là, dans la recherche fondamentale et dans la collaboration avec les industriels, il y a la notion de confiance et de lien humain qui se constitue autour d'un projet. Il faut bien voir que la recherche est un objet un peu mou, où il est difficile de dire dans 6 mois nous aurons ça et ça. Ce qui fait que des deux côtés, il faut qu'il y ait cette confiance dans le fait qu'on va dans la bonne direction ensemble. Alors bien évidemment, encore une fois, des fois il peut y avoir des tiraillements, mais cette confiance, elle est importante et souvent elle va se concrétiser à travers un ou une individu, et c'est pour ça qu'on promeut beaucoup les thèses CIFRE, c'est-à-dire des thèses qui sont financées par l'industriel, c'est-à-dire que l'industriel est l'employeur du thésard et du doctorant, pardon, on ne dit plus le thésard, du doctorant, et ce doctorant va partager son temps entre l'entreprise et le laboratoire académique. Et donc la mobilité de la connaissance, ce n'est pas simplement matériel, c'est aussi humain. Et ça c'est très important parce qu'on a deux défis. J'y reviendrai à la conclusion. On a le fait d'intéresser nos jeunes à la science dans toutes ses formes, à les intéresser à travailler avec le monde industriel. Et puis, on a aussi une question de valorisation du doctorat dans l'entreprise. Et c'est vrai que ce dispositif des thèses CIFRE, alors thèses CIFRE, c'est un financement que reçoit l'industriel pour financer cette thèse, mais elle est très importante parce que nous, systématiquement, on va regarder comment cette thèse CIFRE, qui est souvent un point de départ, eh bien, elle va se transformer en un laboratoire commun, en un accord cadre. Et encore une fois, cette naissance d'une petite graine qui est la confiance va permettre d'avoir une relation dans le long terme. J'insiste beaucoup sur ce point-là parce qu'effectivement, souvent, on nous dit « mais démontrez-moi que la recherche partenariale, ça marche ». Alors moi, j'ai souvent envie de dire, quand on fait de la recherche fondamentale, c'est très foisonnant et que de temps en temps, on a comme ça, des fulgurances qui donnent vraiment des produits, mais il faut accepter, et ça souvent on a de la chance d'avoir des partenaires industriels qui le comprennent, bah oui, que ça prenne du temps. Par contre, il y a un facteur de succès qui est l'accompagnement, et c'est pour ça que au sein du CNRS et de la direction, on a une direction des relations avec les entreprises. Je salue Catherine Grandhomme qui est là aujourd'hui, et dont le métier, c'est d'accompagner tout au long de la vie de ce partenariat, et bien d'aller de temps en temps décoincer un truc qui ne fonctionne pas très bien. Donc effectivement, je trouve que déjà un point de départ sur une thèse, c'est déjà un bon point de départ. Et c'est vrai qu'on l'expérimente beaucoup entre nous, Arkema et CNRS. Alors oui, tout à fait. Je vais faire quelques commentaires sur les thèses CIFRE qui sont, avec les Labcom, les deux illustrations que je donne habituellement sur qu'est-ce qui marche. Et
par rapport au titre de notre conférence, il y a eu un rapport qui a été déposé au début de l'été de propositions pour améliorer et encourager les partenariats entre privé et monde académique. J'allais dire, il y a souvent le risque en France, et on rajoute des couches, on crée tout le temps des nouveaux objets. Et donc je pense qu'il est important d'insister sur quels sont les outils qui ont démontré qu'ils étaient efficaces, qui marchent, et concentrer, à moins d'avoir prouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment mieux, les efforts sur ces choses-là, plutôt que d'inventer sans cesse de nouveaux outils. Alors les tests CIFRE, je trouve que c'est exceptionnel parce que tout le monde y gagne. Le laboratoire académique y gagne parce que ça fait des ressources supplémentaires pour travailler sur les sujets que le chercheur académique a envie de développer. L'étudiant ou l'étudiante, il gagne énormément parce que finalement, elle ou il est exposé pendant sa thèse à la fois le monde académique, le monde industriel, échange. Ça donne une ouverture pendant 3 ans pour comprendre ce qu'on peut aimer, pas aimer des deux côtés. Et ça, c'est très fort. Et en plus, quand ça se fait dans un environnement comme un laboratoire commun, je vais reprendre l'exemple du laboratoire de Lyon que je vous mentionnais. Une étudiante ou un étudiant qui fait de la synthèse de polymères, elle peut, à la fin, avoir synthétisé son échantillon et en 35 minutes de voiture, être dans un rechange où l'échantillon qu'elle a synthétisé va pouvoir être mis dans une petite batterie. Et donc, ce n'est pas la même chose que de dire « je suis dans mon laboratoire académique, je fais cette petite mesure et donc c'est super bien, ça va faire des batteries du futur ». Là, vous pouvez aller jusqu'à être avec des gens qui assemblent des batteries, font des mesurements sur l'ensemble des mesures sur l'ensemble du système. Et donc, je pense que c'est très excitant pour les étudiants. Et pour l'industriel, ce qui est très intéressant, c'est que puisqu'on emploie ces thésards et ces thésards pendant leur thèse, on les recrute. Et donc, on échange, on les sélectionne, et les personnes qui nous semblent avoir des qualités à la fois scientifiques, mais juste des qualités humaines, on les voit, on les suit. Et donc, plus de la moitié des gens qu'on prend en CIFRE, on les embauche ensuite. Et donc, c'est une première exposition qui informe à la fois l'entreprise et les personnes qui suivent ces thèses. Et donc, c'est vraiment un outil qui est assez spécifique à la France, qui marche très bien et que, j'aurais tendance à dire, je ne peux qu'encourager. Et il y a plein de choses qui marchent. Alors, on vous rassure, hein, on dira quelques points d'amélioration à la fin. Hein. Si on revient finalement au laboratoire et à nos collègues chercheurs et chercheuses, il y a cette idée qu'effectivement, il y a une connaissance ouverte, que la recherche n'a pas de frontières et que la publication, c'est l'alpha et l'oméga d'une carrière scientifique. Il y a eu des grosses évolutions depuis des dizaines d'années, et notamment le brevet, le fait de protéger les découvertes, a vraiment fait un chemin. Et encore une fois, aujourd'hui, on est là aussi pour finalement démystifier quelques clichés qui ont encore la peau dure. Et c'est vrai que le CNRS, avec ses partenaires académiques et ses partenaires industriels, dépose beaucoup de brevets. Le portefeuille de brevets du CNRS et de ses partenaires académiques, c'est plus de 7000 familles de brevets. On en dépose à peu près 700 par an. Et chose qui est moins connue, c'est qu'un tiers de ces brevets sont déposés avec des industriels. Et notamment, effectivement, on en dépose avec Arkema. Et on a 200 brevets en commun. Enfin, on en a déposé 200 ensemble. Et il y en a toujours 150 actifs, puisque vous savez, un brevet, ça a une durée de vie de 20 ans. Ça, c'est important parce que c'est un élément qui va nous permettre ensuite de basculer sur la création de start-up. Mais je crois que sur un point, tu voulais compléter sur la partie brevet, parce que c'est aussi ce qui nous lie et ce qui nous permet après d'exploiter et de créer de la valeur sur les produits qu'on développe ensemble. Oui, merci Mehdi. Alors juste pour vous donner, pour un industriel, ce qui est très particulier avec les brevets, je vous ai dit tout à l'heure, nous sur nos marchés, on est dans les marchés, vous voyez bien, l'électronique, les data centers, les batteries, ça bouge à une vitesse folle. Un brevet, qui est d'abord un droit d'interdire, hein, vous définissez un périmètre et vous pouvez gêner les autres pour opérer dedans, ça dure 20 ans. 20 ans, c'est devenu considérable dans un monde qui bouge aussi vite de pouvoir planter des objets. Et donc, pour nous, Arkema, c'est important, on dépose plus de 200 brevets par an. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'on suit chaque fois qu'on dépose un brevet, c'est est-ce qu'il sert un des objectifs de développement durable des Nations Unies. L'an dernier, 98% des brevets qu'on a déposés, si appliqués, serviraient au moins un de ces objectifs. Ça pour vous dire que le côté développement durable, c'est vraiment un filtre qu'on a sur tout ce qu'on fait. Mais donc, on dépose beaucoup de brevets. Et j'allais dire, pour moduler peut-être, si je peux me permettre ce que disait Mehdi, ce n'est pas typiquement dans nos relations avec le CNRS qu'on s'attend à avoir une source de brevets considérable. Donc pour moi, c'est une des modalités dans notre interaction, parce qu'on travaille en général sur des sujets qui sont plus moyen, long terme, et pas directement. Mais ce qui est important, c'est qu'avec un partenaire, une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on est tous les deux éduqués sur ce qu'on peut vouloir faire, ça permet de saisir l'opportunité, même si on fait du long terme,
quand il y a une thématique ou quelque chose qui ressemble à vraiment de l'invention applicable et d'avoir, et sans de nouveau que ça crée de friction entre les gens qui collaborent directement sur le terrain, la façon d'accompagner et de protéger cette invention ou de plutôt valoriser l'invention qui a été faite par ce droit d'interdire pour 20 ans, ce qui de nouveau est exceptionnel. Donc je pense qu'on fonctionne de façon très fluide là-dessus. Et l'idée de cette table ronde, c'était aussi de vous montrer les différentes formes d'interaction qu'on pouvait avoir. Et il y a une forme qui s'appelle les startups. Alors les startups, c'est un véhicule, effectivement, et aujourd'hui on est à BIG, à BPI, Deep Tech, donc on est vraiment au cœur du sujet. Le CNRS, avec ses partenaires universitaires, a créé depuis les années 90 à peu près 2000 startups. Il y en a à peu près 1500 qui sont encore en vie. Ça veut dire que les startups deep tech, ça marche et que quand vous avez une vraie technologie, ça dure et ça trouve son marché. Et c'est vrai qu'on a eu cette discussion, et on a souvent cette discussion avec nos partenaires industriels, c'est finalement comment on inscrit dans notre écosystème ces startups qui sont souvent en fait le vecteur de disruption. Je crois que tu vas redevenir dessus, mais c'est vrai qu'une start-up, elle part de rien, elle n'a rien à inventer. Plutôt, elle a tout à inventer et surtout, elle n'a rien à transformer. Et donc, bien évidemment, c'est un peu plus ça. Donc, nous, on soutient fortement la création de start-up et ça fait le lien avec les brevets parce qu'en général, et pas en général, mais systématiquement, une start-up qui n'a pas de brevet a moins de valeur et quasiment aucune valeur auprès des investisseurs. Donc, vous voyez le lien avec les brevets. Et c'est vrai que pour nous, c'est un moyen aussi d'exposer les startups qui sortent du CNRS, de les présenter, de les mettre en valeur auprès de nos partenaires industriels, qui souvent, et c'est le cas d'Arkema, et je pourrais te donner la parole, a aussi développé son approche startup et ses incubateurs. Et je crois que Arkema s'illustre aussi dans ce domaine-là. Tout à fait. Les startups, de toute façon, c'est devenu un des pôles d'innovation dans un monde qui, de nouveau, bouge très vite. Et en interne, on a une structure qu'on appelle Startup Connect avec des personnes, dans notre cas, à temps partiel, en Europe, aux États-Unis et en Asie, qui suivent les startups. On screen à peu près 300-350 startups chaque année. On collabore avec 30 startups à chaque moment. Et les collaborations, ça peut être léger, ça peut être des partenariats commerciaux, du co-développement. Et de temps en temps, ce n'est pas vraiment pas l'objectif des prises de participation, voire dans quelques cas, quand ils sont positionnés exactement à la même hauteur sur la chaîne de valeur et que c'est un complément logique, quelquefois du rachat. Et donc, ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Mehdi, on reste au contact des startups, ça donne un éclairage qui est très fort, ça donne un des avantages que je vous avais mentionné, comme ce qu'on attend de nos collaborations avec le monde académique, c'est qu'il y a des startups avec lesquelles on devient amis, et donc ça nous envoie aussi des signaux sur l'innovation qui se passe autour de nous. Et il y a ce point qui est que on parle toujours, enfin, il est plus facile de parler d'innovation disruptive tout le temps. Il faut savoir que nous, la R&D industrielle, c'est quand même en grande majorité, on améliore progressivement de façon incrémentale des produits qu'on vend déjà à des clients parce que leur demande évolue, ils veulent quelque chose qui tient à une plus haute température, qui est plus performant, etc. Donc, on les accompagne. Et donc, la place là-dedans pour accompagner la disruption, ce n'est pas facile pour une entreprise parce qu'à un moment, même commercialement, comment vous vous positionnez en disant ce que je vous vends depuis 10 ans, il y a de quoi faire beaucoup mieux, j'ai une super idée, je vais tout disrupter. Et ça, une start-up est beaucoup mieux positionnée pour faire ça. Et donc, il faut trouver l'équilibre et une connexion, c'est logique à certaines phases qui sont mieux gérées par des start-up. Et pour nous, groupes industriels, c'est logique de rester en contact et de choisir le moment où là, la collaboration, parce que la technologie a évolué, parce qu'il y a un certain niveau de démonstration qui a été fait, et de participer. Donc, c'est très agréable, en l'occurrence dans le CIEM français, avec le CNRS qui a aussi son réseau sur les startups, de pouvoir avoir un peu ce triangle entre, j'allais dire, acteurs industriels classiques, le monde académique et le monde des startups. Et si on... Alors, là, on vous dresse un panorama où les choses semblent très fluides, ce qui marche dans 99% des cas. Finalement, qu'est-ce qu'on doit améliorer? Comment on peut finalement augmenter cette recherche partenariale, la création de startups? Il faut bien voir que, si je parle du CNRS et du monde académique, les chercheurs et les chercheuses ont une liberté académique. Et la mission principale et première du CNRS, et Antoine Petit le rappelle, le PDG du CNRS le rappelle souvent, la mission principale, c'est de faire de la recherche fondamentale. Avec ce slogan, cette tagline qui est la recherche fondamentale au service de la société. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, au service de la société peut prendre différentes vecteurs, et notamment la création de valeur à travers le monde socio-économique est important. Et je rebondirai d'ailleurs sur un point que tu as donné, sur l'impact sur l'environnement. C'est intéressant que Arkema ayant intégré ces problématiques-là, finalement, la recherche partenariale qui est faite avec Arkema va aussi dans ce sens-là.
Et si je reviens à mes collègues chercheurs et chercheuses, cette notion d'impact sur la société, elle est très importante. Et je crois qu'une des grandes évolutions, c'est que cet impact, il peut passer aussi par le fait de créer une start-up qui va déployer un nouveau composant moins polluant. C'est de créer effectivement une recherche partenariale. Et tous ces éléments-là font qu'effectivement, progressivement, on a réussi collectivement à ce que travailler avec le monde socio-économique, c'est plus un gros mot. Alors, je pense que les plus jeunes d'entre vous, pour vous, c'est évident. Ma génération, c'était moins évident. Il y avait quelque chose de... On se vend au grand capital. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on continue à développer, c'est-à-dire à démystifier le fait que ça n'est pas réducteur de travailler avec un industriel, que non, dans le cas de la recherche fondamentale, ce n'est pas l'industriel qui va dicter l'emploi du temps du chercheur du matin au soir en disant « tu dois travailler sur ça, tu dois travailler sur ça ». C'est la fameuse liberté académique. Et donc, nous, on est là pour essayer de donner envie à nos collègues. Et on a notamment lancé un réseau des ambassadeurs de l'innovation, des chercheurs et des chercheuses qui ont eu une expérience dans l'innovation et qui viennent témoigner auprès de leurs pairs que c'est possible. Après, oui, il y a des difficultés qu'il faut qu'on continue à lever avec l'État, avec les industriels, le niveau de financement, la rapidité de notre côté à mobiliser les bonnes équipes, la capacité parfois à l'industriel de bien comprendre les contraintes. Et je crois que dans ce dialogue-là, qui progresse, on a encore quelques marges de progrès, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Alors oui, j'ai, à travers ma trajectoire aussi, la même perception d'un progrès constant sur les dernières décennies par rapport à un clivage un peu monde public, monde privé, qu'on retrouve encore quelque part, mais on a beaucoup progressé. Ce que je voulais dire, c'est comme tout partenariat, un peu quelques éléments pour finir. Comme tout partenariat, et dans un monde compétitif, il faut comprendre que et la recherche académique et la recherche privée, c'est quand même des environnements qui doivent tirer vers l'excellence avec une compétition. Ces partenariats marchent bien quand les deux partenaires sont forts. Et donc, il est important d'avoir et un monde académique fort et un monde de recherche industrielle forte en France. Donc, je me permets de toujours passer le message que le crédit impôt recherche est un facteur de différenciation énorme pour tous les investissements sur les nouvelles technologies. Et donc, nous, on pense que c'est important pour que la recherche française, dans son ensemble, reste compétitive. Le deuxième point, c'est que ces partenariats, comme tu l'as dit, c'est d'abord des rencontres humaines. Les laboratoires communs, ils naissent parce qu'il y a une femme et un homme du côté industriel ou une femme ou un homme du côté académique qui décident que ça leur apporte quelque chose de travailler ensemble. Ça leur apporte quelque chose du point de vue de la science, mais ça leur apporte quelque chose humainement dans leur trajectoire, dans leur carrière. Sinon, vous pouvez avoir des carrières qui sont assez monolithiques finalement, dont le contenu ne change pas nécessairement tant que ça à travers la durée de la carrière. Ce n'est pas des mondes où la mobilité est énorme, où les gens se réinventent tout le temps. Et ben ça, c'est une occasion de réinventer les carrières aussi dans le monde académique en collaborant avec des industriels, avec des startups. Ça change votre environnement, ce qui vous motive, ce qui vous tire le matin. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et enfin, je pense que ce type de partenariat, à travers des exemples comme ceux qu'on vous a montrés, ben, il faut en faire plus de publicité que collectivement, on attire, parce que c'est le besoin stratégique de notre pays, de l'Europe en général, plus de talents vers les carrières techniques, scientifiques, d'ingénieurs, en particulier les talents féminins quand vous regardez les nombres. Et donc je pense que ça c'est un travail que différentes organisations, en grande structure, des gens qui travaillent au niveau de l'école, au niveau du collège, mais on a besoin de réenchanter cette contribution des sciences et de la technologie aux transformations dont a besoin notre monde, à la fois en termes de transition environnementale, évolution sociétale et de souveraineté, comme on le voit dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est une mission à tous. Et meilleur on est dans notre partenariat, meilleur on sera pour convaincre les jeunes générations de rejoindre ce type d'aventure. Alors, on a eu un peu de chance dans le calendrier de notre table ronde, parce que dans le droit fil de ce que vient de dire Armand, 1er mars, lundi ou mardi, le 1er octobre, le CNRS va lancer son année de l'ingénierie. Donc c'est une vaste opération de médiation scientifique, et notamment à destination des lycéens, des collégiens et des lycéennes collégiennes, pour donner envie. Et là, on sait très bien qu'on a une très grande désaffection dans tous les métiers de la science. Il suffit de voir la difficulté qu'on a à trouver des masters, à trouver des doctorantes et des doctorants. Et donc là, avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, avec différents partenaires, avec des partenaires industriels d'ailleurs, eh bien, on va lancer à partir du 1er octobre cette année de l'ingénierie qui, encore une fois, est de dire à tout le monde,
sans genre, sans origine, etc. Oui, vous avez des belles carrières qui se dessinent. Et peut-être pour insister sur un point que Carmen a souligné, je pense qu'on est aussi, et peut-être c'est le fait d'être à Big ici, je pense qu'il faut dire que ça marche. Et qu'effectivement, je dis souvent, la question n'est pas d'être optimiste, pessimiste, c'est juste qu'on a une nécessité d'être volontaire, d'avoir une forme de volontarisme. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui marchent très bien. Des partenariats comme les nôtres depuis 20 ans permettent de l'illustrer. Et donc, je vous propose, c'est qu'en sortant, on explique à nos enfants, à nos collègues, aux enfants de nos collègues, aux gens qu'on rencontre que oui, la recherche fondamentale, dans un pays comme la France, on en a besoin. On a besoin aussi de recherche technologique, et notamment, je salue le CEA, mais on a besoin aussi de grands industriels, de start-up, parce que tout ça, ça fait un écosystème. Et la force de la France, c'est d'avoir encore cet écosystème-là. Donc je pense qu'on va vous souhaiter un bon big. Et puis, on va être ouvert. Là, on a un petit quart d'heure pour faire quelques questions-réponses dans la salle. Et de mon côté, je vous remercie. Et Armand, peut-être un mot de conclusion? Non. Alors, juste un mot de conclusion. Effectivement, d'ailleurs, un des partenaires de l'année de l'ingénierie, c'est l'Académie des technologies, dont j'ai l'honneur d'être membre. Et je pense que c'est vraiment important, cette conviction. Et c'est amusant, c'est juste pour partager quelque chose. Toutes les entreprises sont confrontées à cette situation en disant, mais on est quand même dans un monde un petit peu complexe. Comment est-ce qu'on manage, comment on dirige, comment on oriente une entreprise dans les temps d'incertitude? Et les messages, c'est de se dire, il ne faut pas le subir comme quelque chose de négatif en pensant qu'il y a un monde plus calme, plus plat qui va revenir et c'est une question d'attendre quelques années. Les choses, à grande probabilité, vont bouger vite et donc après, il faut avoir l'enthousiasme de tracer les trajectoires qu'on a envie de faire en comprenant que oui, ça va bouger autour, mais il faut des convictions, il faut des choix sur le développement durable, il faut s'asseoir sur quelques éléments solides dans sa pratique individuelle, dans la pratique de son entreprise et dans les partenariats qui sont un socle pour trouver du collectif, de la durée, dans un monde qui change aussi souvent. Donc on fait ça dans les entreprises, on fait ça collectivement et on espère que la société va le faire. Et je pense que c'est des messages à transmettre aussi aux plus jeunes générations parce que d'ici quelques années, ce sera indispensable. Donc merci à toutes et à tous et à votre disposition pour les questions. Bonjour, je suis... Vous m'entendez comme ça peut-être? Il est là. Comment on peut entendre? Ouais, on n'entend pas les questions? Elle est là? OK. Allez-y. Est-ce que ça marche mieux? OK. Allez-y. Alors, je suis attachée commerciale de la Lituanie, à l'ambassade lituanienne. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi les partenariats au niveau européen et international. Est-ce que vous pourrez un peu partager vos expériences, votre point de vue? Merci. Merci. Alors, effectivement, l'Europe est un sujet très important pour le CNRS. Hein. On monte des projets européens, on a des ERC, des ERC POC, etc. Et on a beaucoup de collaborations avec des partenaires européens. On a des IRL, on a des laboratoires à l'étranger, des laboratoires internationaux de recherche. Il y a à peu près 80 laboratoires à travers le monde. Et effectivement, il n'y a pas de barrière de collaboration à l'étranger. Alors, dans le domaine de la science, c'est évident, hein, la science n'a pas de frontières, mais on a quelques collaborations avec des entreprises étrangères et ou françaises à l'étranger pour faire valoir et bénéficier effectivement notre expertise à des partenaires français. Il y a des grands groupes comme Naval Group et autres sur lesquels effectivement on va aller travailler dans des laboratoires à l'étranger pour faire bénéficier notre partenaire français d'une expertise qui est à l'étranger. Merci pour la question, c'est effectivement un point important. Et j'allais dire, chez Arkema spécifiquement, on a à peu près, pour des raisons historiques, parce qu'il y a le crédit impôt recherche, parce qu'il y a des talents, 60% de nos effectifs de recherche en France. Et donc on couvre, en travaillant bien avec le CNRS et des acteurs français, on arrive déjà à couvrir une partie de nos besoins. Ceci dit, on recherche d'abord l'excellence globalement. On a des collaborations avec des universités en Europe, dans le monde, sur tous les continents. Ceci dit, je ne suis pas, à titre personnel, satisfait de la fluidité dont les choses se font à l'échelle européenne, comme sur pas mal de sujets. Donc je pense que l'Europe, pour nous, en tant qu'industriels,
est très utile pour des appels d'offres et des financements, mais quand des projets passent plutôt à des échelles d'industrialisation, à des échelles pilotes, ou à la fois pour la taille du marché, les consortiums qu'il faut, mais j'allais dire au niveau de la recherche académique, pour l'instant, on n'a pas de structure qui rende facile ces communications. Ceci dit, après, on reste pragmatique, c'est-à-dire qu'on a un socle qui fonctionne bien sur la France, et après, de façon opportuniste, on travaille avec plusieurs pays européens, mais plutôt sur des sujets ponctuels. Je vais juste compléter, sinon je vais me faire engueuler, parce que je n'ai pas parlé du Club Europe Entreprise, qui est en fait une façon de réunir quelques partenaires industriels, de les amener une fois tous les 4 mois à Bruxelles pour échanger les bonnes pratiques de recherche collaborative au niveau européen. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, on le redit, tout ça naît de discussions, d'envie, etc. Donc il faut qu'on favorise le foisonnement. Donc en tout cas, ce Club Europe existe et je suis sûr que des partenariats peuvent naître à partir de cette collaboration-là. Bonjour, vous m'entendez? Excusez-moi. Déjà, merci pour la présentation. Je suis un petit peu... nous, on a des tests chiffres, tout ça. Vous pouvez juste un petit peu nous guider, nous, parce qu'il y a un petit peu de millefeuille. On a parlé d'ANR, on a parlé de SAT. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un petit peu l'écosystème autour pour éclaircir, nous éclaircir en tout cas? Alors, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut revenir aux basiques. Il y a d'un côté les chercheurs et les chercheuses, de l'autre côté, il y a l'entreprise. Tout ce qui est entre les deux, c'est notre boulot à nous. Lorsque vous venez me poser la question, je vous dis, vous devez parler à cette personne-là. Le reste, j'ai envie de dire, oubliez-le. PUI, SAT, etc. C'est à nous de trouver la bonne réponse et de vous dire, et ça c'est pour ça qu'on a une direction des relations avec les entreprises, c'est pour ça qu'on a CNRS Innovation, c'est-à-dire que leur boulot, c'est d'être prescripteur du bon outil au bon moment. Et c'est pour ça que c'est un métier d'accompagnement et il doit être, d'ailleurs il n'est peut-être pas suffisamment valorisé parce qu'on est moins sur la photo que le laboratoire ou l'entreprise. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que vous ayez toujours un numéro de téléphone dans votre portable. Quand vous avez une question, vous dites, bon, ok, demandez pas à ChatGPT, appelez ce numéro-là et on va vous donner la bonne prescription. Alors effectivement, pour ne pas donner l'impression que tout ça est facile, on a collectivement essayé de simplifier le discours. Ça peut être perçu encore complexe, mais en tout cas, si vous avez une question précise, venez me voir à la suite et j'essaierai de vous trouver la réponse. C'est ça. Et peut-être, j'allais dire, du point de vue d'un industriel, on a quelques outils phares où par connaissance, etc., on comprend la mécanique. Et sinon, effectivement, on échange. Et c'est l'avantage dans le paysage français d'avoir un acteur comme le CNRS ou équivalent dans certaines disciplines par rapport à juste une collection d'universités qui suivraient des stratégies chacune de leur côté. Je suis tout à fait pour le dynamisme à l'échelle territoire et université pour essayer des stratégies. Après, c'est très utile d'avoir un opérateur qui propose des outils globaux et du guidage. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre exposé. Et je souhaiterais vous demander de développer, si c'est possible, un peu plus vos propos par rapport au PUI, au SAT, parce que bon, le paysage est complexe. Et voilà. Juste pour la petite blague, je m'étais dit que j'allais échapper à la question des PUI et des SAT. En fait, encore une fois, là où on a essayé de faire un travail de simplification. Comme l'a dit Armand, sur un site, vous avez des établissements. Vous avez l'université, vous avez le CNRS, vous pouvez avoir l'INSERM. Et en fait, les PUI, c'est simplement qu'il a été demandé à ces acteurs de se coordonner pour favoriser l'émergence d'innovation. Et la SAT, qui est un office de transfert technologique, est un outil à la disposition des établissements. Et là où, me semble-t-il, la clarification est en cours, c'est qu'on a remis, alors c'est un peu technique, alors désolé pour les gens qui sont totalement étrangers à notre écosystème, mais c'est qu'on a remis
on a remis en responsabilité les établissements en leur disant « c'est vous, établissements, qui êtes responsables de la stratégie d'innovation sur un site ». Et le CNRS, j'aime bien dire qu'il est aussi bien sur les sites à travers ces 17 délégations régionales et au niveau national. Et ensuite, chaque site se coordonne pour faire plus de maturation, plus de brevets, plus de start-up. Et l'État a décidé, dans sa grande sagesse, de ne plus évaluer la performance d'un site par ses outils. En gros, est-ce que la SAT marche bien? Est-ce que tel OTT marche bien? Mais elle a décidé de prendre un peu de hauteur et de dire, OK, sur le site de Grenoble, petit clin d'œil, sur le site de Lille ou sur le site de Paris-Saclay, combien de startups qui sont créées? Combien il y a de recherche partenariale? Et ce que nous, on a fait avec nos partenaires académiques, c'est qu'on a partagé nos fichiers, on a partagé nos contacts. Alors encore une fois, c'est work in progress, parce que je suis sûr que quelqu'un veut vous dire que ça ne marche pas aussi bien que ça. Mais l'idée, c'est de remettre en responsabilité les établissements. Et dernier mot, je pense que c'est important de remettre de ce fait en avant nos marques. Les PUI, c'est un objet interne à nous. La marque, c'est le CNRS, c'est l'Université Paris-Saclay, c'est Arkema, c'est BPI France, c'est le CEA, etc. Et donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de remettre au centre les stratégies d'établissement. Et ensuite, on a plein d'outils, mais à la limite, les outils, peu importe, qui s'appellent SAT, etc. Donc, on se coordonne au niveau territorial. Et après, au niveau national, avec des acteurs des ONR, on essaie d'avoir une politique nationale qui s'appuie sur le dynamisme et le foisonnement des sites. J'espère que c'est assez, pas trop vague comme réponse, mais en tout cas, c'est l'ambition. Merci beaucoup pour votre exposé. Et puis, félicitations d'avoir... vous avez montré une fluidité totale entre le CNRS et l'entreprise et c'est magnifique. Donc, vous devriez plus communiquer. Maintenant, j'ai vu des exemples où ça marchait moins bien. Moi, j'étais chercheur au CNRS et je voulais savoir si vous pouviez un peu plus développer les brevets et en particulier vis-à-vis des investisseurs, comment vous leur expliquez cette dualité CNRS-entreprise? Alors, merci pour le commentaire sur le fait qu'on vous a cité des exemples qui marchent bien, parfois ça marche un peu moins bien. De nouveau, je laisserai Mehdi répondre sur la partie brevet et le rapport avec investisseurs, c'est-à-dire sur la valeur créée. Mais je voudrais rappeler, pour pas qu'on se trompe de combat, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, la métrique du nombre de brevets déposés, pour moi, n'est pas la bonne. C'est le nombre de collaborations en cours, c'est l'argent que des industriels mettent dans la recherche publique pour accompagner ça. Il y a des facteurs, il y avait des études qui avaient été faites qui montraient qu'entre le revenu, parce qu'il y a eu à un moment un médicament, le Taxotere, avec un brevet CNRS qui a rapporté beaucoup d'argent, après il y a eu des fantasmes, comme dans beaucoup d'universités, en disant les collaborations industrielles, c'est pour rapporter de l'argent de licence. Non, la première mission du monde académique, c'est de faire de la formation et de la recherche, et le but, c'est d'aspirer le plus d'argent possible des industriels pour faire des choses que les personnes dans le monde académique ont envie de faire. Ce n'est pas des revenus de licence de brevet. Si on arrive à le faire, c'est bien, mais ce n'est pas le but principal. Merci de dire ça. Et je vais complètement dans ce sens-là. Armand, tu as dit quelque chose au début sur les brevets. Les brevets, c'est d'abord défensif. Et c'est par la valeur que ça a pour un industriel ou une start-up de pouvoir dire à un investisseur « je suis le seul à pouvoir exploiter cette technologie-là », c'est ça qui a de la valeur en fait. La technologie, elle a de la valeur, mais le brevet est là en défensif. Donc le CNRS dépose des brevets. Il a une politique de plus en plus de pouvoir céder sa quote-part de propriété intellectuelle pour que l'investisseur se sente finalement quelque part libre de l'exploitation. Et là aussi, on a beaucoup progressé. Donc, on est en phase. Ça n'est pas un objet totémique, même si ça nous permet d'être dans les classements du Global Innovator, etc. Mais c'est un objet qui doit exister parce qu'il a une fonction très importante dans notre écosystème. Et effectivement, on essaye aussi, vis-à-vis de nos collègues chercheurs et chercheuses,
Alors, il y a un intéressement chercheur-chercheuse, hein, ils touchent des royalties sur les revenus de licence, mais effectivement, la motivation n'est pas forcément là, et ça doit être une composante dans un écosystème global qui doit regarder les financements, les investisseurs, les grands groupes, les usines, etc. Donc, c'est vraiment un tout d'un grand jeu, quoi. Merci beaucoup. Il nous reste 5 secondes, donc on va simplement vous remercier et vous souhaiter un bon salon et une bonne convention Big. Merci. Merci, bonne journée à toutes et tous.